Le temps passe rapidement sur cette planète animée et encombrée, alors que la vie évolue et change de seconde en seconde. Cependant, la durée de vie humaine s'allonge. La moyenne mondiale est maintenant de 67 ans. Comparée à seulement 20 ans pendant l'âge de pierre, la science moderne met les choses en perspective, nous rappelant que nos vies, et même l'existence de l'espèce humaine, ne sont qu'un petit éclat comparé à la Terre et à l'univers. Il semble que l'ensemble du cosmos vit sur du temps emprunté, peut-être juste un bref instant dans une perspective temporelle beaucoup plus large. Les scientifiques se demandent quand le temps prendra fin. Nos vies sont gouvernées par des cycles de veille et de sommeil, les saisons, la naissance et la mort. Comprendre le temps en termes cycliques nous relie au monde naturel, mais cela ne répond pas aux questions de la science. Comme expliquer le passé de la Terre, ses ères géologiques et ses créatures anciennes, ou d'où vient notre monde, et comment et quand il prendra fin. Dans les révolutions apportées par Copernic et Darwin, nous avons commencé à voir le temps comme une flèche. Dans un univers en constante évolution, Ludwig Boltzmann, physicien du XIXe siècle, a découvert une loi qu'il croyait gouverner la trajectoire de la flèche du temps, l'entropie, basée sur la deuxième loi de la thermodynamique, suggère que les états de désordre ont tendance à augmenter. La question est l'entropie. Remportera-t-elle un jour la bataille et freinera-t-elle la flèche du temps? Ou le temps continuera-t-il obstinément à avancer? Nous sommes des observateurs et des penseurs dans ce conflit cosmique. Nous cherchons à comprendre le fonctionnement du temps, même lorsque l'horloge compte à rebours, jusqu'à notre propre fin certaine. Nos fenêtres sur la nature du temps sont les mécanismes que nous utilisons pour cartographier et mesurer un univers en évolution. Des horloges mécaniques d'autrefois à la désintégration des éléments radioactifs, ou aux télescopes qui mesurent la vitesse des objets lointains. Nos vies se déroulent en synchronisation avec le jour de 24 heures, le temps qu'il faut à la Terre pour effectuer une rotation complète. Eh bien, en réalité, il s'agit de 23 heures, 56 minutes et 1 seconde si l'on se base sur les étoiles, pas sur le Soleil. La rotation de la Terre a été acquise au moment de sa naissance, lors du bombardement de roches et de poussière qu'il a formé, mais elle la perd progressivement à cause de la traînée causée par la gravité de la Lune. C'est pourquoi, à l'époque des dinosaures, une année durait 370 jours. Et pourquoi nous devons ajouter une seconde intercalaire à nos horloges tous les 18 mois environ, dans quelques centaines de millions d'années. Nous gagnerons 1 heure entière. Le cycle jour-nuit est tellement fiable qu'il en est venu à réguler notre chimie interne. Les rayons déclinants du soleil, captés par nos rétines, mettent en mouvement nos soi-disant rythmes circadiens. C'est à ce moment-là que notre cerveau commence à sécréter de la mélatonine, une hormone qui signale à notre corps qu'il est temps de se préparer pour dormir. Finalement, à la lumière du matin, le flux de mélatonine s'arrête, notre pression artérielle augmente. La température corporelle et la fréquence cardiaque augmentent alors que nous sortons dans le monde. Nos jours et nos vies sont courts à l'échelle cosmique, mais grâce à notre esprit, nous avons appris à suivre la trace du temps sur des intervalles de plus en plus longs. Nous savons grâce à des mesures précises que la Terre fait le tour du Soleil tous les 266 jours. Une grande partie de l'énergie solaire qui atteint notre planète est réfléchie vers l'espace
ou absorbés par la poussière et les nuages. Le reste met notre planète en mouvement. Vous pouvez le voir dans les flux et reflux de chaleur, dans les océans tropicaux, la fonte et le regel annuel de la glace au pôle, ou les cycles saisonniers de production de chlorophylle dans les plantes terrestres et marines. Ces cycles sont intégrés à des cycles terrestres encore plus longs. Par exemple, on pense que les courants océaniques font des cycles complets d'environ 4 à 16 siècles. En avançant dans le temps, lorsque la Terre tourne sur son axe, elle effectue une série de oscillations entrelacées, appelées les cycles de Milankovitch. Ils ont été accusés d'être à l'origine des périodes glaciaires, tous les 100 000 ans environ. Ensuite, il y a le cycle du carbone. Les plantes absorbent du carbone de l'air ou de l'océan. Et lorsque les plantes meurent ou que les déchets sortent de la chaîne alimentaire, le carbone se retrouve dans les sols ou les sédiments océaniques. Libérer ce carbone dans l'air peut prendre des millions d'années et nécessiter une explosion volcanique ou une baisse dramatique du niveau de la mer. Les processus qui façonnent notre planète jouent un petit rôle dans l'évolution de l'univers. Donc pour comprendre les grandes tendances temporelles, nous devons nous tourner vers les cycles qui régissent le cosmos plus vaste. La théorie dominante est que l'univers a commencé avec une expansion soudaine de l'espace, connue sous le nom de Big Bang, au cours de laquelle de minuscules particules subatomiques se sont combinées en atomes et ont initié l'ère primordiale. L'univers s'est refroidi en s'expandant, ce qui a entraîné les âges sombres cosmiques, pendant lesquels la gravité a attiré les particules. L'effondrement d'une étoile libère une quantité phénoménale d'énergie, provoquant l'explosion de l'étoile dans une brillante gerbe de lumière et de débris qui peut être vue de partout dans l'univers. Après une supernova, des ondes de choc peuvent provoquer l'effondrement et l'ignition de nuages de poussière et de gaz à proximité, donnant naissance à de nouvelles générations d'étoiles plus petites comme notre Soleil. Les systèmes solaires sont formés comme sous-produits de la formation des étoiles dans l'effondrement de la nébuleuse solaire environnante. Le cycle de vie des planètes, en particulier celles qui sont en proximité étroite, est étroitement lié à celui de leurs étoiles parentes. Au fur et à mesure que les étoiles telles que notre Soleil vieillissent, elles deviennent plus chaudes et plus lumineuses des milliards d'années plus tard. Cela marquera le début de la fin pour notre planète d'origine. Des vents solaires déchaînés commenceront à éroder notre atmosphère, entraînant la disparition progressive de l'eau de surface et rendant la Terre inhabitable. Finalement, le Soleil commencera à enfler et à devenir si grand qu'il engloutira la Terre. Les frictions avec les bords extérieurs du Soleil feront spiraler la planète, autrefois bleue, vers l'intérieur. La plupart des étoiles, sauf si elles sont suffisamment grandes pour devenir supernovas, terminent leur vie dans un murmure plutôt qu'un bang, comme le montrent les images de la galerie d'étoiles mourantes capturées par le télescope spatial Hubble avec le temps. Les vents solaires poussent leurs couches externes si loin qu'elles s'épanouissent dans des spectacles spectaculaires. C'est ce qui est arrivé à l'étoile qui a donné naissance à la nébuleuse de l'hélice il y a environ 12 000 ans. Les couches externes de l'étoile mourante forment un vaste anneau lumineux, tandis que les branches plus denses de gaz résistent obstinément aux vents incessants de l'étoile. L'étoile elle-même est maintenant un reste refroidissant
et faible appelée naine blanche, qui est à peu près de la taille de la Terre, mais 200 000 fois plus dense. C'est probablement le destin de notre Soleil également. Comme la bataille entre l'énergie et la gravité se répète dans chaque coin d'une galaxie comme la nôtre, la gravité attire les nuages de gaz pour former des étoiles. Et les étoiles s'épuisent à des échelles de temps variables selon leur taille. Cependant, à mesure que la masse de la galaxie s'accumule en générations successives de petites étoiles, elle deviendra de plus en plus sombre. Certaines galaxies peuvent connaître une renaissance temporaire si leur masse est agitée et combinée à une autre. C'est ce qui est destiné à arriver à notre Voie lactée, juste au moment où notre Soleil commencera à consommer notre planète. Les terriens restants verront les étoiles de la galaxie d'Andromède surgir au-dessus du plan de notre Voie lactée, comme le montrent les simulations. Il est probable que les deux galaxies se déchirent mutuellement. En cas de collision directe, les étoiles des deux galaxies se fusionneront progressivement pour former une gigantesque boule de gaz galactique connue sous le nom de galaxie elliptique. La turbulence de la fusion pourrait stimuler une vague de formation d'étoiles, revitalisant la nouvelle galaxie plus grande. Des événements comme celui-ci, où les voisins galactiques fusionnent, seront courants à mesure que l'ère des étoiles entre dans ses dernières phases. Une dilution complète de l'univers est inévitable. Des études récentes sur la vitesse d'expansion cosmique montrent que l'ensemble de l'univers n'est pas en danger de s'effondrer sous l'effet de la gravité ou de se terminer par un Big Crunch. En fait, l'univers a commencé à accélérer vers l'extérieur au cours des derniers 6 milliards d'années. La gravité perd de son emprise au profit d'une force invisible appelée l'énergie sombre. On peut voir des preuves de cela dans les vastes espaces vides entre les amas de galaxies. Ces espaces vides sont comme des bulles en expansion constante. Dans les zones où les parois des bulles se touchent, on peut voir des amas de galaxies. Au fur et à mesure que les bulles s'étendent, les amas s'étireront et se briseront. La distance entre les galaxies continuera de s'élargir à un rythme croissant. Finalement, où que vous soyez dans l'univers, vous ne verrez plus que quelques groupes isolés de galaxies regroupées ensemble avec peu de liens avec quoi que ce soit d'autre et peu d'indices sur la façon dont ils sont arrivés là. Des dizaines de milliards d'années plus tard, à mesure que le temps avance, le ciel s'assombrira car tout se déplacera de plus en plus loin de tout le reste, un bon endroit pour être pendant les longues années crépusculaires de l'ère stellaire, et là où la gravité et l'énergie ont créé une trêve prolongée, peut-être un endroit comme une naine rouge, qui n'est guère plus grande que notre planète Jupiter et l'une des étoiles les plus petites et les plus faibles de l'univers. On a montré que les naines rouges hébergent des planètes assez proches pour que leurs faibles rayons soutiennent de l'eau liquide et la vie. Les naines brunes et les naines sœurs rouges constituent la grande majorité des étoiles de notre galaxie. En fait, leur masse combinée dépasse celle de toutes les grandes étoiles, en raison de leur nature de combustion lente. Elles seront les derniers phares de la majestueuse ère des étoiles, une ère qui durera 100 000 milliards d'années. Au fur et à mesure que leurs galaxies hôtes deviennent de plus en plus sombres, un autre processus commencera à transformer ces petits avant-postes. Avec le temps, des rencontres fortuites entre des objets perturberont leurs orbites, envoyant certains vers le centre de la galaxie et d'autres dans le vide. De cette manière, les galaxies peuvent s'évaporer progressivement,
avec des concentrations de matière de plus en plus denses s'accumulant dans leur noyau. À mesure que cela se produit, l'univers commence à prendre un nouveau caractère, bienvenu dans l'ère dégénérée, où l'univers est peuplé d'étoiles naines rouges et blanches qui refroidissent régulièrement, ainsi que de restes calcinés d'explosions de supernovae, les étoiles à neutrons, bien que ces étoiles mortes aient épuisé leur combustible nucléaire. Elles continuent à produire de petites quantités d'énergie. Ils capturent et détruisent les particules de matière noire qui tombent entre leurs mains. À ce stade, l'évolution cosmique ralentit considérablement. Les protons, les éléments de base de tous les atomes, devraient se dégrader progressivement au fil du temps et se transformer en particules subatomiques qui se désintègrent ensuite en photons. Tous les protons existants remontent au premier moment de l'univers, et leur désintégration finale signalera la fin de l'ère dégénérée, qui se produira environ 1 billion, billion d'années après le Big Bang, un nombre représenté par un insuivi de 40 zéros. Notre compréhension de ce qui se passera ensuite dépendra de ce que nous apprendrons dans les années à venir à la frontière entre la France et la Suisse, où l'une des plus grandes expériences de physique de l'histoire est en cours, le grand collisionneur de Hadrons, situé à 100 mètres sous terre, a été construit pour accélérer des particules en directions opposées à travers un anneau long de 27 km et les amener à entrer en collision à haute énergie. L'un de ses objectifs est de déterminer les derniers horizons temporels de notre univers et les moments finaux de ces objets les plus persistants, y compris les trous noirs, qui vont d'1 million à plusieurs dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil et occupant actuellement les centres des grandes galaxies. Au cours de trillions d'années, une grande partie de la masse de ces galaxies spirale vers le centre et dans les bouches de trous noirs de plus en plus voraces, qui pourraient finir par peser autant qu'une galaxie entière. Mais ces trous noirs, une fois qu'ils cessent de croître, seront-ils soumis aux ravages du temps? Le physicien Stephen Hawking a proposé un processus théorique de décomposition que les scientifiques espèrent tester dans des collisions de particules à haute énergie au grand collisionneur de Hadrons, suggérant que des particules de charge opposées se forment dans le vide de l'espace à travers l'univers, se détruisant normalement l'une l'autre. Mais lorsque cela se produit à l'horizon des événements d'un trou noir, une particule peut être attirée tandis que l'autre échappe, siphonnant lentement de l'énergie et de la masse du trou. Si cela est vrai, même les trous noirs sont finalement condamnés. Cependant, prouver cette théorie n'est pas facile, car la création d'un micro-trou noir nécessiterait plus d'énergie que tout collisionneur terrestre ne peut générer, à moins qu'il n'y ait plus dans la nature et la gravité que nous ne comprenons actuellement. Il est possible que notre univers fasse partie d'une réalité cosmique plus complexe au-delà des 3 dimensions spatiales et du temps que nous connaissons dans notre vie quotidienne, comme un insecte vivant sur la surface bidimensionnelle d'un étang. Ignorant la réalité complexe en dessous, il est concevable qu'une dimension supplémentaire, invisible, puisse intersecter notre monde à une échelle extrêmement petite. Selon certains scientifiques, un micro-trou noir pourrait être créé lorsque des particules entrent en collision à des énergies très élevées, en obtenant la gravité supplémentaire nécessaire à partir d'une dimension supplémentaire. La présence d'un trou noir peut être détectée
en observant la pluie de particules prédite par la théorie de Hawking. Cette découverte peut offrir un bref aperçu d'une réalité cosmique plus profonde, tout en éclairant l'avenir ultime de notre univers. Selon la théorie de Hawking, un trou noir observé aujourd'hui prendra son dernier souffle dans 10 à la puissance 100e année, ce qui est connu sous le nom de Googol, marquant la fin de l'univers tel que nous le connaissons. Mais qu'en est-il au-delà de cette période, disons dit à la puissance Googolplex année, si tous les zéros de ce nombre étaient écrits en police de caractère 1 point? Cela s'étendrait au-delà de l'univers observable. Cependant, les théories modernes suggèrent que notre univers fait simplement partie d'un cycle cosmique beaucoup plus grand de naissance et de mort, avec des univers entièrement nouveaux, créés dans l'espace, au-delà du nôtre. Les horizons temporels de notre univers ne représentent peut-être qu'une petite partie de ce schéma plus vaste des choses. En revenant sur Terre, nous sommes des produits de la grandeur des étoiles et témoins de ces spectaculaires manifestations de gravité et d'énergie. Sans aucun doute, il y a d'autres êtres là-bas essayant de comprendre l'univers et développant leurs propres théories sur où tout cela mène. Cependant, leurs découvertes et les nôtres succomberont finalement à l'entropie, à l'œuvre dans l'univers, alors que nous suivons tous le chemin des étoiles et qu'ils cèdent la place à de grandes ères nouvelles dans la vie de l'univers. Et lorsque notre univers laisse place à de grandes ères nouvelles dans la vie du cosmos,